Welcome back. The next session is entitled Management of Viral Hepatitis, where we're going to be looking at hepatitis C related disease and other issues. And the first speaker is Sabine Nsanzimana from the Rwanda Biomedical Center, who's going to present on hepatitis C elimination in Africa, the current situation in the time of DAAs. Sabine is the Director General of Rwanda Biomedical Center, serves as a fellow at the African Scientific Institute, and is also a fellow of the Royal College of Physicians here in the UK in the Edinburgh branch. She's really an expert in epidemiology and research methodology in hepatitis C and indeed other subjects, and it's a great pleasure to welcome you here today, Sabine. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le programme d'élimination de l'hépatite C en Afrique, la situation actuelle dans le temps des traitements DAAs. Et je vais parler de quelques exemples de l'histoire, un peu de ce qu'on a fait, ce qu'on a appris de cette nouvelle maladie, qui n'est pas tout à fait nouvelle, qui existait déjà, et ce qu'on fait actuellement pour essayer de répondre aux besoins de la population en termes d'éliminer ce virus qui a été là pendant des décennies. Mon nom, c'est Dr Sabin Nsanzimana, je viens du Rwanda, et c'est le plaisir pour moi d'être avec vous dans cette conférence. Et j'ai quelques slides pour présenter juste en bref de ce que nous faisons et ce que nous allons faire, parce que c'est un travail qui continue. Il y a au moins 3 décennies que le monde a mis en place des stratégies pour limiter les décès liés au VIH, la malaria et la tuberculose. Il y a l'hépatite C qui a un peu été oubliée. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que le nombre de décès liés à cet autre virus augmente. Et peut-être va continuer à augmenter si on ne fait pas des solutions, si on ne met pas en place des systèmes qui vont arrêter la mortalité liée à l'hépatite C. L'Afrique est le continent peut-être le plus concerné, avec à peu près 5% de personnes infectées par l'hépatite C, plus ou moins 32 millions de gens infectés. Et ce n'est pas seulement ce virus, il y a d'autres maladies qui sont sur le même continent et qui représentent à peu près 70%, 70% des personnes qui sont infectées par d'autres maladies et qui représentent un grand pourcentage des maladies ou d'autres pathologies que le continent est en train de subir. Il y a d'autres peut-être qui vont venir. Et ce qu'on fait actuellement, c'est essayer de mettre en place des systèmes de santé qui peuvent être capables de répondre à toutes sortes d'épidémies ou de pandémies, ou même des virus, des bactéries, tout ce qu'on ne connaît pas jusque-là, qui peuvent être même présents à ce moment ou dans le futur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des stratégies qui sont mises en place, il y a des médicaments qui sont produits, il y a des tests de diagnostic qui sont mis en place. Mais le plus important, c'est que au niveau des pays, il faut être prêt, il faut avoir des systèmes de santé, il faut avoir le leadership prêt à engager tous ces problèmes, à trouver des solutions. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place pas mal de documents dans les 5 dernières années, mais il faut se dire, il y a des documents, il y a les théories, mais comment est-ce qu'on les met en pratique? Comment est-ce qu'ils sont réellement implémentés pour changer la vie des personnes, la vie des gens qui ne savent même pas que ces documents existent? C'est ce que nous allons voir, parce que ce qu'on met en place actuellement, ce qu'on
écrit comme document. Ce n'est pas ce qui est traduit, ce qui est mis en place au niveau des communautés. En 2016, l'Organisation mondiale de la santé a publié une très belle stratégie d'éliminer les maladies, les pathologies liées à l'hépatite virale jusqu'en 2030. C'était une très bonne idée. Mais maintenant, on est à peu près 2020, va finir bientôt. Est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Il y a déjà 4 ans écoulés. Les 10 ans qui restent, est-ce qu'on va changer beaucoup? Il y avait des objectifs clairs. Réduire l'incidence liée à l'hépatite C de 30% jusqu'à maintenant, 80% jusqu'en 2030. La mortalité, 10%, 2020, 65%, 2030. Il y avait d'autres objectifs. Il y avait la fameuse chanson de 90-80. 90% des gens qui ont l'hépatite C vont être testés, diagnostiqués. Et 80% vont être soignés, traités. Mais combien de pays ont fait une avancée considérable? J'espérais avoir une longue liste, mais il n'y a seulement que 3 ici. Je vais vous parler du 4e pays, mon pays, le Rwanda, qui a mis en place un plan d'élimination de l'hépatite C de 2018 en 2023. Et le plan était résumé sur ce slide. Dans 5 ans, le gouvernement rwandais s'est fixé à tester 4 millions de personnes les plus à risque au virus hépatite C. Et comme ça, on va trouver 90% à traiter, ce qui fait 110 000. Si on a atteint cet objectif, on pourra réduire la prévalence de 4 à 1%, avec à peu près 22 000 personnes à traiter chaque année, avec un coût de 43 millions de dollars. Au début, c'était comme une mission impossible, mais il fallait être convaincu que ça va marcher, qu'il fallait trouver les cas, qu'il ne fallait pas utiliser les spécialistes, les pathologistes, les infectiologues, les épidémiologistes, qu'il fallait utiliser plutôt le système existant, les agents de santé communautaire, les infirmiers, pour pouvoir arriver à la personne de la communauté. Il fallait parler aux personnes, aux scientifiques, ceux qui fabriquent les médicaments, il fallait négocier le prix des médicaments, ce qui était comme non abordable. Si vous pensez à peu près 90 000 dollars pour soigner une seule personne infectée par l'hépatite C. Mais le plus important pour nous, c'était aussi de mettre en place des systèmes, des guidelines, systèmes de rapportage des données, mais aussi des formations accélérées sur base des autres programmes qui existent déjà, y compris le programme de VIH, malaria et tuberculose. Et la stratégie pour le gouvernement rwandais a été d'abord de dire, si on a des programmes qui marchent, pourquoi pas intégrer le programme de la lutte contre l'hépatite C, par exemple, le programme VIH. C'était la première chose, parce que si on pouvait faire une formation sur le VIH de 5 jours, pourquoi pas faire 4 jours, et le 5e jour, on fait une formation sur l'hépatite C. Pourquoi pas les mêmes personnes, les docteurs, les infirmiers qui prescrivent les médicaments, les antirétroviraux, ne peuvent pas le faire pour les médicaments contre l'hépatite C. C'est les 2 virus qui ne sont pas très différents, sans vaccin, mais qui tuent les gens. Et comme ça,
on n'a pas besoin d'investir dans un autre système de prise en charge contre l'hépatite C parallèle, parce qu'il y a des systèmes, il y a des programmes qui existent, qui sont intégrés dans le système de santé. En résumé, notre voyage a commencé en 2014 avec l'introduction des premiers traitements, des guides de prise en charge, les tests dans les communautés. On n'avait pas assez de moyens, mais il fallait aller là où les problèmes se trouvent, là où il y a des gens qui ne peuvent même pas se procurer un test. Et un exemple que j'aimerais citer ici, on est allé dans la province du Sud pour tester, on avait prévu qu'on va avoir 200 personnes parce que les gens n'étaient pas vraiment très informés à propos de ce virus. Il fallait aussi faire une communication au niveau de la communauté, que ça existe, qu'il faut se faire soigner, mais on a dit qu'il faut qu'on fasse une première visite, de voir si les gens vraiment sont informés. Comme ça, on va avoir un point de départ. Ce qui nous a surpris, c'est qu'on s'attendait à 200 personnes. On a reçu 4000. Il fallait tester tout le monde. Ça n'a pas été facile de mettre en place un système pour que tout le monde reçoive le diagnostic, mais ça a été fait. Et aussi, ça nous a donné une autre information que la communauté est prête. Il faut que nous aussi nous soyons prêts pour répondre à leurs besoins de diagnostic, de prise en charge. C'est comme ça qu'on a commencé par un plan de mise en place de la prise en charge de l'hépatite C en étapes, en commençant par les populations les plus affectées, soit avec l'âge avancé, ceux qui sont la prévalence la plus élevée, les provinces. Mais aussi, on avait le leadership qui était prêt, qui avait commis, qui était près de toutes les étapes où on passait. Ils étaient prêts à nous accompagner. Ça nous a permis aussi de mobiliser pas mal de ressources au niveau pays pour financer ce programme de lutte d'élimination de l'hépatite C. Et ça n'a pas été facile comme vous pouvez le comprendre, mais ça a été aussi facile parce qu'à chaque étape, il y avait une certaine motivation. Parce qu'il y a des gens à qui on donnait les médicaments qui n'avaient pas d'espoir, et ça nous encourageait, ça nous donnait aussi notre force. Et surtout, le partenariat, on a eu beaucoup de partenaires dans ce processus parce qu'ils disaient, ils sont prêts, ils se sont lancés, on va les aider, on va voir. Et ça a marché parce que, je vais vous montrer les statistiques. Chez nous, il y avait comme un slogan, tu n'as pas besoin de millions pour commencer un programme. Même avec $1, vous pouvez commencer un programme. C'est comme ça au début. On a dit, si on a des systèmes, si on a des gens qui sont prêts à investir leur cerveau, leur innovation, on peut gérer l'hépatite C et traiter les gens. Ça a été très rapide de penser qu'on pouvait même éliminer l'hépatite C. Le slide ici, le slide que je vous montre ici, je l'ai fait pour ne pas compliquer votre vision, mais je l'ai fait aussi pour vous montrer comment c'était compliqué. Pour un patient qui veut se faire tester au centre de santé, trouver un médecin pour la prescription des médicaments, trouver un spécialiste, aller au laboratoire, attendre les résultats, aller chercher les médicaments, retourner à la maison, deuxième visite, charge virale. Il y avait au moins 17 visites qu'il fallait faire avant d'être guéri, quand on a le virus de l'hépatite C. Pour un patient, pour un système, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est comme ça
qu'on s'est dit, pourquoi ne pas simplifier comme ça? Il y a le patient, il y a le centre de santé tout près. Si on pouvait mettre les diagnostics, les tests rapides et les médicaments au centre de santé, la personne pourra même venir vite, recevoir le test, les médicaments et rentrer à la maison, faire son travail. Économiquement, c'est faisable. Pour les médecins, pour les infirmiers, pour le système de santé en général, c'est très bénéfique. C'est ce qui a été fait pour le moment. La simplification des systèmes de santé et le faire d'une façon progressive et rapide et à répondre aux besoins du patient. Et ça marche. Et ça marche. Il faut se dire que dans notre contexte, dans notre communauté, même ce qui semble impossible, il faut essayer de le mettre possible si ça peut répondre à nos besoins, au lieu de rester dans les théories qui disent non, si on ne fait pas beaucoup de tests, si l'infirmier fait ce que le médecin pouvait faire, il y aura des problèmes. Il faut tester si ça marche et ça peut marcher. Voilà, maintenant, je voudrais vous montrer les statistiques. Comme je l'ai dit avant, il fallait tester 4 millions de personnes. On a déjà testé 3 900 000 personnes. Et parmi eux, 25 000 sont déjà guéris. Ça nous a permis de réduire la prévalence de l'hépatite C de 4 à 1,8% parce que le coût a été diminué grâce à la négociation, grâce au partenariat. Pour un seul test, ça nous coûte 0,75 $. Pour une charge virale, ça a diminué de 22 à 9 $. Pour le coût du traitement en général, aussi ça a diminué de 1000 à 60 $. Les médicaments qu'on utilise, ça a évolué de temps en temps avec la découverte de nouvelles molécules, de sofosbuvir, de dipasvir, sofosbuvir, de clatasvir. Et on espère qu'il y a d'autres molécules qui vont être mises en place avec l'évolution de la science. On a constaté aussi avec les données qu'on recueillait tout le temps qu'il y a une différence significative au niveau de la prévalence de l'hépatite C dans les districts. Vous notez ici que les districts du Sud, par exemple, ont une prévalence beaucoup plus élevée que les autres districts. On s'est posé la question, est-ce que, comme le Rwanda est un pays entouré par d'autres pays, est-ce qu'il y a ce risque de transmission transfrontalière? Est-ce qui nous amène dans le contexte global de cette pandémie de l'hépatite C? Ce n'est pas un problème d'un pays, c'est le problème de tout un continent, de tout le monde, de tous les pays. C'est l'importance d'avoir les données, c'est l'importance de comprendre la situation d'une façon régionale, globale. Deuxième leçon, c'est que pour mettre en place un système ou un programme, c'est important de voir comment le système était déjà construit. Au Rwanda, le système de santé est basé sur la communauté. Et il y a des héros de la santé, comme on dit, les agents de santé communautaire, qui soignent presque toutes les maladies. Je donne un exemple. Au niveau communautaire, 70% des cas de malaria, de paludisme, sont traités par les agents de santé communautaire au niveau de la communauté. Il y a d'autres maladies. Il y a les health posts, les postes de santé, les centres de santé, les hôpitaux de district, les hôpitaux de province et les hôpitaux de référence. Ce qui a été fait dans le contexte de gestion de l'hépatite C, c'était de descendre toutes les capacités et de simplifier le système pour que la prise en charge se limite ici et pas là-bas. Parce que sinon, ce serait l'inverse de ce qu'on veut atteindre. Ce soit traiter vite, simplement, sans aussi encombrer les autres services que
les autres hôpitaux donnent au niveau supérieur. Je voulais juste résumer et terminer ma présentation en vous remerciant, en appréciant l'invitation, mais aussi le partenariat qui nous a marqué pendant les 5 années d'expérience. J'espère qu'en 2030, on pourra atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, de tester 90% ceux qui ont le virus, hépatite C, mais aussi traiter 80% de ces personnes. Comme ça, on va limiter les dégâts, les décès liés à ce nouveau virus. On a d'autres virus, on a d'autres maladies, on a d'autres pandémies, comme le COVID-19, qu'il faut gérer. Il ne faut pas oublier que ce virus existe, qu'il a pris pas mal de vies de personnes qui ne devraient pas être prises et qu'on peut y arriver si on travaille en partenariat. Comme on l'a fait, mais il faut en faire plus. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne conférence. Au revoir. Thank you, Sabine. That was really great. I'd now like to move on to the next speaker, who's Nicholas Luhmann from the World Health Organization in Switzerland, and he's going to present on the inclusion of vulnerable groups in hepatitis C prevention, testing and treatment in the African region. Nicholas is a technical officer at the WHO headquarters, focusing on viral hepatitis prevention, testing and priority, and has been working on this subject for over 10 years. Nicholas. Bonsoir, bonjour, chers collègues de la région africaine, du monde entier. Je suis très heureux de vous faire cette présentation aujourd'hui dans le cadre de la COLDA 2020, la conférence virtuelle sur les maladies du foie en Afrique. Et je suis très heureux aussi de vous faire une présentation sur la question de l'inclusion des groupes vulnérables dans la prévention, le dépistage et le traitement de l'hépatite C. Sur la photo que vous voyez, il s'agit d'une visite que nous avions faite au début de cette année, parce qu'avant que nous soyons tous confinés et qu'il soit plus possible de rendre à Cape Town avec des collègues de différents pays de la région africaine à un centre d'accueil pour les populations les plus touchées et les usagers de drogue injectables et de drogue à Cape Town en Afrique du Sud. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et voici un bref aperçu de ma présentation du jour. Je commencerai par quelques réflexions sur l'épidémiologie de l'hépatite C, plus particulièrement concernant la région africaine et les groupes vulnérables. Puis je ferai le lien avec la stratégie mondiale du secteur de la santé et les aspects spécifiques de la prise en charge de l'épidémie chez les populations les plus touchées. Et je conclurai par quelques réflexions sur les implications de cet exposé. Pour commencer, permettez-moi donc de parler un peu de l'épidémiologie de l'hépatite C sur le continent africain et chez les groupes vulnérables. Tout d'abord, vous savez tous qu'en 2015, l'OMS a estimé avec le Centre d'analyse des données que 71 millions d'infections chroniques de l'hépatite C sont estimées dans le monde et que dans la région africaine, on compte environ 12 millions. Il en est de même pour la région de l'Asie du Sud et d'Est. Ces estimations sont actuellement mises à jour. Voici une diapositive intéressante qui reprend le même ensemble de données et le présente d'une manière différente en reprenant la diapositive d'Evan Hutton du programme mondial sur l'hépatite jusqu'au début de cette année. Et il a examiné les profils épidémiques de bon nombre de ces 110 pays. Sur l'axe de l'Est, vous pouvez voir à gauche les pays dont la prévalence est inférieure à 1%, puis de 1 à 2%, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5 et supérieure à 5%. Cette diapositive montre qu'en fait la plupart des infections prévalentes dans le monde se trouvent dans les pays où la prévalence est inférieure à 2%. Certains pays comme l'Égypte, le
Pakistan et d'autres ont une prévalence très élevée, mais la plupart des pays ont en fait une épidémiologie de prévalence inférieure à 2%. Et la plupart des pays africains feront également partie de ce groupe. Pourquoi est-ce important? Parce que la stratégie de dépistage et de traitement dans les pays à faible prévalence hépatite ou à prévalence moyenne élevée sera différente et sera axée sur les approches plus intégrées et des méthodes de dépistage plus ciblées. Surtout au début par rapport aux pays à très forte prévalence où une approche plus spécifique de la maladie peut être justifiée et plus efficace. Permettez-moi également de partager ces données qui montrent que les taux de co-infection de l'hépatite B et de l'hépatite C. Au niveau mondial, on estime que 2,7 millions de personnes vivent avec le VIH et les antigènes de surface de l'hépatite B et 2,3 millions de personnes vivent avec le VIH et les anticorps de l'hépatite C. On estime que l'Afrique abrite 19% du fardeau mondial des co-infections par l'hépatite C, comme l'estime dans ses publications Lucy Platt et Lancet Infectious Disease en 2016. Et le nombre absolu de ces personnes co-infectées dans la région africaine est estimé à environ 430 000 personnes. Une part importante de la co-infection mondiale se trouve en fait dans la région africaine et même plus à ce jour pour le cas de l'hépatite B. Si nous prenons l'exemple du Burkina Faso et de l'épidémie d'hépatite C dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, et cela n'est pas inhabituel pour certains des nombreux autres pays africains. Le Burkina Faso est un pays où la prévalence de l'hépatite B et de l'hépatite C est très élevée et vous pouvez voir à gauche sur le graphique supérieur que chez les femmes et sur le graphique inférieur chez les hommes la prévalence. On peut donc voir qu'elle tend à être plus élevée chez les hommes dans toutes les tranches d'âge, qu'elle augmente avec le temps chez les personnes âgées et à droite on peut voir qu'il y a une forte variation selon les zones géographiques dans ce pays. Nous pouvons constater des effets similaires et une diversité géographique dans de nombreux autres pays, notamment le Cameroun et dans les pays à lourd fardeau de la morbidité de la région africaine. Je voudrais également montrer les estimations de l'incidence sur la région afro. Ici, il s'agit de 310 000 nouvelles infections estimées par le CDA en 2015 parmi les 1,7 million de nouvelles infections mondiales annuellement. Quoi qu'il en soit, un autre ensemble de données de l'Université de Bristol estime les données mondiales similaires et des données assez similaires pour la région africaine. Cela nous donne donc une bonne idée du nombre de nouvelles infections que nous observons encore dans la région africaine. Ici, il s'agit de nouvelles données qui ont été présentées pour la première fois à AIDS 2020 virtuel et par notre appui mondial Jeff Jean de Crave Institute en Australie. Nous avons commandité une étude systématique mondiale de la prévalence et de l'incidence de l'hépatite C chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les hommes à haut risque par l'OMS. Au niveau de la région, nous avons constaté que, comme cela a été déjà décrit auparavant et comme on peut le voir ici en jaune, nous avons inclus 146 études et estimé que la prévalence mondiale de l'hépatite C chez les hommes qui ont des relations avec des hommes est de 3,3%. Cette estimation était de 5,8% pour la région Afrique de l'OMS et en la région africaine de l'OMS. Et en rouge, vous pouvez voir que ce taux était plus élevé au niveau mondial et dans la région africaine pour les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes et qui sont également cérébraux. Et cela conforme les résultats des statistiques précédentes, n'étaient pas mondiaux mais provenaient de pays à revenus élevés par exemple. Donc la co-infection présente un taux de prévalence assez élevé, en particulier chez les hommes qui vivent également avec le VIH.
Ici, vous pouvez voir les données concernant les usagers de drogue injectables pour les pays africains où des données existent. Et nous avons pu les inclure et les sources sont indiquées en bas à droite. Ainsi, on indique en couleur orange le taux virémique de prévalence de l'hépatite C estimé dans cette population et en bleu dans la population générale pour l'hépatite C, puis en rose la prévalence de l'infection par le VIH chez les personnes vivant avec le VIH-Sida et en vert dans la population générale. Vous pouvez voir ici qu'avec l'extraction du Kenya et de Madagascar, peut-être que la prévalence de l'hépatite C est plus élevée que celle du VIH dans la plupart des pays africains parmi les usagers de drogue injectables. Contrairement au VIH et à l'hépatite C où dans la population générale, les taux de VIH sont très souvent plus élevés que les taux d'hépatite C dans ces pays. Cela montre également les liens importants entre l'hépatite C et la consommation de drogue injectable. Il s'agit de la fraction proportionnelle estimée de nouvelles infections par l'hépatite C due à la consommation de drogue injectable modélisée par l'Université de Bristol pour certains pays africains. Autrement dit, cela montre la proportion de nouvelles infections qui sont estimées comme confirmant la consommation de drogue injectable. Vous pouvez voir ici que pour certains de ces pays de la région africaine, comme par exemple l'île Maurice, une grande partie de l'épidémie est vraiment en cours et les nouvelles infections proviennent de la consommation de drogue injectable pour l'hépatite C. Et ces pays comme la Tanzanie, le Kenya et le Mozambique qui ont une grande population de consommateurs de drogue, ainsi que dans les grands pays, on estime que 20 à 30% des nouvelles infections, les infections immunitaires proviennent de la consommation de drogue injectable. Donc, dans un autre indice ou une autre série de données montre l'importante interconnexion entre la FCM et la consommation de drogue injectable. Ainsi, ce que nous avons vu en termes de population la plus touchée dans les populations prioritaires, c'est que celles-ci comprennent des populations vulnérables, très stigmatisées, comme les hommes qui ont des relations avec les hommes, les usagers de drogue injectable, mais qui peuvent aussi comprendre les personnes des zones rurales ou des zones sous-régionales très touchées et les personnes vivant avec le VIH, par exemple. Comment cela est-il pris en compte et reflété dans la stratégie globale du secteur de la santé? Vous savez que la stratégie mondiale du secteur de la santé a fixé des objectifs très ambitieux pour réduire l'incidence de 90% en couleur orange sur le graphique de gauche pour les hépatites B et C et 65% en noir pour la mortalité entre 2015 et 2030. Mais je voulais également mentionner les objectifs clés de l'accélération en 2020 pour le VIH qui sont les objectifs 90, 90, 90. Ces objectifs visent à réduire très fortement l'incidence du VIH dans le monde et sont des instruments très intéressants pour contrôler le VIH, car ces deux objectifs et stratégies ne doivent pas être considérés comme complètement séparés ou isolés et présentent d'importants chevauchements. Quelles sont les principales interventions qui auraient le plus d'impact et permettraient d'atteindre ces objectifs? Pourquoi la prévention de l'hépatite C, c'est la sécurité du sang et des injections et la réduction des risques? Et puis, il y a le diagnostic et le traitement des interventions de base pour l'hépatite B et l'hépatite C qui sont des instruments moins efficaces pour atteindre l'élimination de l'hépatite. Où en sommes-nous en termes de progrès? Ici, le point essentiel pour les injections dans les établissements de santé. Globalement, nous sommes pratiquement sur la bonne voie et que la région africaine, à cet égard, obtient de très bons résultats et présente de faibles taux d'injection non sûrs. En ce qui concerne la réduction des risques, le tableau est différent mondial. Globalement, nous constatons des lacunes très importantes dans les mesures de prévention et d'intervention en faveur des usagers de drogue injectables. Et on a une situation similaire dans la région africaine. En bleu, vous pouvez voir les objectifs et des caractéristiques de couverture en aiguille et serein distribués chaque année par usager de drogue injectable, ce qui constitue l'objectif de co-intervention de la stratégie mondiale du secteur de la santé et une intervention
importantes pour le VIH, et en rouge les taux de couverture pour le traitement de substitution des opiacés. Nous avons vu dans ces pays des champions émergents tels que le Kenya et depuis plus longtemps l'île Maurice avec des taux de réponse et de couverture assez élevés, et des pays émergents qui mettent en œuvre de plus en plus ces interventions comme le Mozambique et le Nigeria. Mais dans l'ensemble, le taux de couverture reste plutôt faible ou disons moyen. Un autre domaine important avec un écart est la cascade de soins pour les infections à l'hépatite C. Vous pouvez voir ici à gauche le nombre total de personnes infectées estimé à 71 millions de personnes, et vous pouvez voir qu'il y a un grand fossé, que très peu de personnes l'ont remarqué et encore moins sont sous traitement ou guérissent. Ici aussi, vous avez vu des champions émergents tels que le Rwanda ou l'Égypte ou la Mongolie et la Géorgie. Mais globalement, au niveau mondial et dans la région africaine, le fossé du diagnostic et du traitement reste vraiment très important et doit être très clairement amélioré dans ce domaine. Donc, voici quelques réflexions sur la manière dont ces lacunes clés en matière de prévention et de traitement pourraient être comblées, en particulièrement avec les populations les plus touchées, puisque c'est le sujet de mon exposé. Tout d'abord, je voudrais revenir sur cette diapositive ou ce graphique qui est fondamental et qui porte notamment sur quels sont les ingrédients essentiels d'un bon plan national. Et comme nous l'avons vu, beaucoup de pays ont maintenant des plans nationaux pour l'hépatite, mais pour vraiment faire des grands pas vers l'élimination. Les plans nationaux ont besoin de certains ingrédients de base, c'est-à-dire qu'ils doivent identifier les services les plus efficaces et les plus essentiels. Ils doivent établir et décrire le système d'information sanitaire qui mesure les progrès et permet de faire le suivi. Et ils doivent aussi aborder la question de l'équité des populations les plus touchées par rapport à la couverture de la population, comme je l'ai déjà mentionné. Et idéalement, il faut en chiffrer le coût et le financer. Si tout cela est réalisé, alors leur plan national fournira vraiment le noyau des idées pour l'élimination et le progrès, et ils doivent vraiment prendre en compte tous ces aspects. Deuxièmement, en particulier pour les pays dont l'épidémiologie de la maladie est de 1 à 2%, disons, en termes de prévalence de l'hépatite C. Comme vous le voyez, le cadre de la couverture de maladie universelle prévoit des cadres très importants. Vous pouvez donc voir ici que ce cadre comporte 3 dimensions. L'une est la dimension de la population qui bénéficie de la couverture, la dimension des services indiqués en couleur mauve, quels sont les services couverts, et ensuite en couleur verte la dimension financière qui décrit quelle proportion des coûts est prise en charge par le système. Et ce cadre fournit vraiment une base pour examiner comment nous pouvons au mieux intégrer et étendre les services nécessaires à ceux qui en ont besoin et étendre les services qui sont disponibles. Ainsi, en ce qui concerne l'axe jaune, il est vraiment important d'étendre les services qui commencent à émerger en termes de réponse à l'hépatite virale pour les personnes les plus touchées et celles les plus vulnérables. Mais il faut aussi développer les services de manière intégrée et les inclure de plus en plus dans les soins de santé primaires et par exemple dans les programmes de lutte contre le VIH. Comme je l'ai montré, il y a un chevauchement assez important en termes d'épidémie et d'approche. La troisième chose que je voulais partager, ou le troisième aspect que je voulais partager est tout à fait fondamental dans nos recommandations, qui sont les recommandations des tests en vue d'un traitement. Et si je le montre, c'est parce que cela revient sur l'une des diapositives que j'ai montrées par rapport au scénario épidémique plus ou moins élevé, ainsi qu'aux données du Burkina Faso. Si vous allez sur le graphique de droite,
dans la partie centrale. S'il y a vraiment un pays avec une prévalence supérieure à 2%, cela peut justifier une approche de dépistage en population générale. Mais de nombreux pays qui ont une prévalence inférieure à 2% ou même à 1% auront peut-être besoin d'une approche mixte entre leurs tests ciblés dans les populations les plus touchées. Et certains d'entre eux sont énumérés ici dans les directives à gauche indiquées en blanc. Mélanger aussi les tests ciblés chez les adultes, les adolescents et les enfants présentant une suspicion clinique et le cas échéant envisager également les deux tests conjoints, c'est-à-dire des tests sur toutes les personnes âgées car elles auraient pu être plus touchées. En guise de conclusion, j'espère avoir pu montrer que de nombreux pays de la région africaine connaissent des épidémies avec des taux de prévalence globale inférieurs à 2% et parfois même inférieurs à 1%. Les données que nous voyons sont généralement assez faibles et doivent être améliorées. J'essaie également de montrer que les populations qui ont des taux plus élevés d'infection à l'hépatite C comprennent dans de nombreux pays de la région les personnes âgées de plus de 30 à 40 ans, les personnes infectées par le VIH et les populations stigmatisées comme les hommes qui ont des relations avec des hommes et les usagers de drogues injectables. En termes de prévention, la lacune la plus importante concerne l'accès à la réduction des risques et au traitement de la toxicomanie. Et ce serait un domaine dans lequel des améliorations importantes seraient nécessaires pour continuer à réduire le taux de nouvelles infections. Aussi, compte tenu du fait que dans la région, la couverture des pratiques d'injection sans risque dans les établissements de soins de santé est très bonne. Pour ce qui est d'accroître l'accès au dépistage et au traitement et de réduire réellement la mortalité au fil du temps, il faudra également tirer parti des synergies avec les programmes de lutte contre le VIH et les soins de santé primaires, car pour de nombreux pays, une approche totalement spécifique à la maladie ne sera ni abordable ni pertinente. Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Vous pouvez contacter l'équipe à l'adresse indiquée sur ce site web en cliquant sur le lien fourni sur cette diapositive. Passez une bonne journée. Thank you, Nicholas. That was, again, a fantastic presentation. We're now going to move on to a live panel discussion, and you will have to access Zoom for this. To do this, just click on the Zoom link on the right-hand side of the page under session information. And the two speakers in this session will be joined by Zaid Houghton from Mauritius, and I'm sure we're going to have a really great discussion.